venir fumer peut-être? Une organisation qui est mal partie dès le départ dégénère comme ça dans l'opinion publique. Est-ce que le convoi va réussir à faire reculer le gouvernement Trudeau? Le conseil que je peux donner à tout le monde, c'est soyez prudents. Malgré la pression, le gouvernement Trudeau n'a pas l'intention de reculer. Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duroy. Je m'appelle Jérôme Blanchet-Gravel, je suis essayiste et journaliste. Moi, je suis né à Cap-Rouge, donc en banlieue de Québec, dans un quartier assez favorisé, comme on dit. Donc, j'ai grandi à Cap-Rouge, mais à Québec. J'ai étudié à l'Université Laval. Comment je suis arrivé au Mexique, en fait, et comment j'ai fait pour y habiter. J'ai fait plusieurs voyages en Espagne avant, finalement, de me décider un jour, c'était en 2018. Pour la première fois, je débarque à Mexico, juste un peu avant l'élection du président Andrés Manuel López Obrador. Je fais un petit reportage à cette occasion-là. Et je suis vraiment frappé, je suis happé par le dynamisme absolument incroyable de la ville de Mexico, qui est une ville monstre, hein, une ville de 25 millions, il faut le rappeler. Et à partir de ce coup de foudre, finalement, que j'ai avec la ville, je reviens régulièrement jusqu'à y habiter. Avant ça, je rencontre ma femme. Donc, je rencontre ma femme dans un bar de la ville de Mexico, de l'avenue Reforma, très connue, là. Et à partir de ce moment-là, comme on dit, qui prend femme prend pays. donc, ça a fait boule de neige et jusqu'à y habiter presque à temps plein. Mais il faut dire que la crise sanitaire nous a aussi m'a beaucoup motivé à retourner parce que bon, vous avez vu que durant la crise sanitaire, les contacts sociaux étaient interdits au Québec, les rapports familiaux, les rapports amicaux étaient très proscrits par le gouvernement. Donc c'est sûr qu'avec ma femme, durant la crise sanitaire, on préférait être à Mexico parce que bon, la vie sociale continuait. C'était pas parfait, il y avait quand même des mesures sanitaires, mais rien comme on a pu observer au Québec. Le sanitarisme s'inscrit dans une espèce de liturgie ecclésiastique. Avec le purel, oui, je mets du purel, je mets le masque, moi, regarde le masque, moi, c'est comme la communion. Donne-moi les saintes espèces, donne-moi le... Tu sais, je veux dire, ça s'inscrit dans
dans un genre de rituel. Notre société, elle a beau être moderne, mais à quelque part, je pense qu'on est beaucoup plus près de la Nouvelle-France qu'on peut le réaliser, de par l'adoration qu'on a envers une forme de clergé. Mais c'est un clergé bureaucratique maintenant. C'est un clergé politique et c'est un clergé sanitaire. Et à l'intérieur de ça, on trouve du réconfort parce que ça nous déresponsabilise. Donc, je lègue mon destin à une caste qui va me prescrire un état de fait. Oui, à 15 heures, est-ce que je peux souper? À 18 heures, oui, je prends des marches. 19 heures, ça prend le chien. Moi, j'avais Adèle, on avait Adèle, donc on peut. C'est fou! Mais ça, on l'a vécu, là. C'est... on a frôlé la dictature et on était en plein autoritarisme, mais on était aussi en pleine religiosité sanitaire. On est clair qu'on brime un peu les droits individuels, mais c'est pour le bien collectif et c'est pour le bien des personnes. Je pense que notre système, on fait appel à la solidarité de toutes les gens. Bien, c'est sûr qu'être à l'extérieur du Québec pendant la pandémie, ça ne pouvait qu'être positif, là. Mais du moment qu'on sort, c'est qu'on se rend compte que le Québec, c'est devenu une nouvelle religion, la façon qu'on vit. Puis il y a quelque chose de vraiment toxique là-dedans. Puis je pense que tous les Québécois devraient faire un petit pas de recul, aller faire un petit voyage à l'extérieur, revenir, aller en Floride, aller au Texas, revenir, puis vous nous direz ce que vous pensez. La leçon à tirer de ça, c'est que il doit y avoir un post-mortem. Je trouve pas qu'on en fait un par rapport à la pandémie parce qu'on vient de tomber en élection. Puis encore, ça montre à quel point c'est une crise politique aussi, ce qu'on vit, puis comment on est manipulé à penser d'une façon. Je pense qu'il y aurait vraiment beaucoup de prendre un pas de recul, analyser ce qu'on a fait de bien, de mal. Il faut quand même se rendre compte que déjà, il n'y a qu'en Occident qu'il y a eu une modernité. La modernité se caractérisait par une phase utopique, c'est-à-dire tout est possible finalement, donc qui était complètement inscrite dans le temps fléché et même dans le temps de l'espérance absolue qui remplaçait la religion. On a remplacé le salut par l'espoir des lendemains qui chantent, si vous voulez. Et après, c'est devenu un certain nombre d'idéologies qui étaient ancrées, comme une idéologie comme le communisme est complètement ancrée dans la modernité. Et ce qu'on appelle la postmodernité, c'est quelque chose qui pratiquement vire un peu au contraire de la modernité. C'est-à-dire que là, vous n'avez plus ces lendemains qui chantent, à la limite, vous n'avez plus ce temps fléché, vous revenez presque au temps cyclique dans certains cas, et vous avez une forme de pessimisme qui est tout à fait nouveau, puisque le cadre d'existence, le théâtre de la modernité, c'était l'optimisme absolu, Condorcet par exemple, et tandis que le cadre et le théâtre de la postmodernité, c'est le pessimisme. Où va l'homme? Où allons-nous? Le monde risque de disparaître, les craintes écologiques. Bon, ça commence évidemment par la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale est tellement terrible qu'elle engage une forme de pessimisme terrible. Et après, vous avez les craintes de la bombe atomique, du monde trop plein, et les craintes écologiques que nous avons aujourd'hui. Donc c'est un monde très, très noir, au fond, la postmodernité. Il y a la déception de n'avoir pas réussi cet espoir fou de la modernité. Et notamment, je pense que la fin du communisme, qui était quand même installée dans beaucoup de pays dans le monde, a joué un très grand rôle. Ça a été une déception profonde, abyssale. Je pense que ça a joué. Et puis, bon, le fait de se rendre compte quand même que toutes ces espérances étaient folles, étaient antinaturelles. Il faut relire Condorcet pour voir, on va anéantir la mort, quoi. On s'est rendu compte que la nature était plus forte que ça.
Cela dit, nous sommes toujours à la fois enracinés dans la nature et nous sommes des êtres qui tentent de sortir de la nature, de la dépasser, au fond. Et ça existe depuis toujours. C'est tout à fait propre à l'homme. Nous sommes à la fois enracinés et désireux d'émancipation. Et constamment, nous nous émancipons. Donc tout ça est normal. Mais on peut s'apercevoir qu'aujourd'hui, il y a encore des restes de l'esprit, j'allais dire, de l'esprit utopique de la modernité, même au sein même de la postmodernité. Dans la Silicon Valley, il y a beaucoup de courants comme ça qui espèrent qu'on va, par exemple, mettre notre cerveau sur une cassette. Vous voyez, des choses comme ça. Et ça fait partie quand même des espérances ou des délires, selon ce qu'on pense, de la modernité, qui sont encore vivaces actuellement. Mais en même temps, il y a un pessimisme. Il y a les deux, au fond. Nous sommes traversés de courants contraires aujourd'hui. Le sanitarisme, c'est un nouveau modèle de société, en fait, qui est né avec la crise sanitaire. C'est un modèle de société axé sur le risque zéro, qui est en fait une nouvelle utopie. On a vu que les sociétés occidentales étaient de plus en plus obsédées par la sécurité. C'est devenu un peu comme la nouvelle valeur suprême, la sécurité. Au Québec, la mort, c'est devenu un tabou. On l'a vu durant la crise sanitaire. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'air? C'est la peur de la mort, quand même, qui a guidé les actions des gens et du gouvernement. Et c'est jamais apparu dans les médias, jamais on a pu nommer ce qui motivait notre action, notre volonté de nous encabaner, de nous protéger de mille façons du virus. Pourquoi on faisait ça? Et bien sûr, pour prévenir la mort. On a vu à quel point c'était présent, à quel point c'était pesant, à quel point c'était structurant. Donc, un pays, un endroit où l'absence de religion, finalement, a créé tout ce tabou autour de la mort. Qui finalement est malsain sur le plan de l'équilibre, même psychologique. C'est-à-dire les gens ne sont plus du tout à l'aise avec cette réalité-là. On essaie de la cacher. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que les gens développent de l'anxiété face à cette réalité-là, de manière presque maladive. Et on ne gagne rien, finalement, à faire fi de notre finitude. C'est quand même une évidence. Ça me fascine toujours de voir que pour le Québécois moyen, le Mexique, ça fait partie de la catégorie le Sud. C'est-à-dire que dans l'imaginaire québécois, il n'y a pas vraiment de différence entre Cuba, la République dominicaine et le Mexique. Le Mexique, ça serait comme une sorte d'immense hôtel, tout compris, maladroitement administré par des gens qui parlent espagnol, alors que la réalité, évidemment, est tout autre. Le Mexique est un pays de 120 millions de personnes, 2 fois la France quand même en population. Un pays extrêmement dynamique, à la fois autochtone, à la fois espagnol, etc. Mexico, qui est la plus grande ville d'Amérique du Nord. Donc, pourquoi les Québécois ne savent pas que la plus grande ville d'Amérique du Nord se trouve au Mexique? Ça aussi, ça m'étonne toujours. Donc, ce serait peut-être le temps qu'au Québec, on redécouvre notre continent. Après tout, le Mexique est en Amérique du Nord sur le plan géographique, sur le plan culturel un peu moins. Mais tout ça pour dire que le Mexique, c'est un grand pays et ce n'est pas seulement un hôtel tout compris. Au Mexique, dans le fond, la mort est omniprésente. C'est-à-dire, elle est non seulement dans la mythologie, dans l'imaginaire religieux mexicain, le jour des morts, Dia de Muertos. C'est le meilleur exemple. La mort est une fête. Donc, forcément, le rapport est très différent. Donc, on célèbre véritablement la mort. C'est une fête. Les enfants mangent des têtes de mort donc, sous forme de friandises. Donc, elle est non seulement présente dans l'univers mythologique, dans l'imaginaire religieux, mais elle est omniprésente dans l'actualité parce qu'on sait que le Mexique est un pays extrêmement violent et c'est pas un cliché. C'est un pays où le taux d'homicide est parmi les plus élevés au monde. Donc, on a cette mort dans la mythologie, mais cette mort dans l'actualité même. Donc, impossible, en fait, au Mexique, de faire de la mort un tabou, comme on le voit au Québec. C'est impossible.
Mais ça fait que la fatalité, on a une société qui accepte que l'homme ne peut pas tout contrôler, il ne peut pas contrôler à 100% son environnement. Donc, en Occident, on est vraiment tombé dans le fantasme de l'homme-dieu, hein, c'est-à-dire une société où on pense qu'avec des règles, avec des mesures, avec des restrictions, on peut aplatir toutes les courbes, on peut faire ce qu'on veut, on modifie à l'envi notre environnement, la technologie est salvatrice, etc. Alors que la vérité, c'est que non, l'homme ne contrôle pas au complet son destin. Donc, dans les sociétés où l'imaginaire religieux est encore présent, on est encore capable de composer avec l'incertitude, avec ce qu'on appelait autrefois le destin, avec ce qui nous échappe, tout simplement. Il y a des choses qui ne sont pas dans notre contrôle, qui sont hors de notre contrôle, en fait. Bien, c'est ça, c'est le gouvernement Legault, en fait, au Québec, durant la pandémie, a vraiment cru qu'il était plus fort que la nature. Hein. Il pensait que, et c'était vraiment le cœur de sa gestion, c'est-à-dire on pensait qu'avec des mesures, on était en mesure, en fait, d'influer sur notre environnement et de nous mettre à l'abri, alors que, finalement, la pandémie était plus forte qu'un gouvernement, que sa gestion, etc. Et d'ailleurs, toutes les courbes étaient un peu similaires partout dans le monde. Dans tous les pays, ça suivait à peu près les mêmes courbes, indépendamment des mesures. Donc, à quoi ça servait vraiment une mesure au Québec? Ça avait une utilité, oui, sanitaire dans une certaine mesure, mais ça servait surtout à rassurer les gens. C'est-à-dire que en agissant, les mesures étaient une sorte de rituel. Donc, on faisait des gestes, comme se laver les mains, comme se protéger, et on se donne l'impression d'avoir un pouvoir sur notre environnement qu'on n'avait pas nécessairement. Je dirais qu'il y a différentes époques, il y a différentes étapes, il y a différentes configurations historiques, culturelles, politiques du Québec. Il y a un Québec que j'ai connu quand j'étais petit, quand j'étais enfant. C'était un Québec beaucoup plus traditionnel, qui était axé sur les valeurs du passé, et notamment les valeurs de l'Église catholique, les valeurs religieuses. Alors, c'est un Québec qui était... on l'a décrié, ce Québec-là. On a dit que c'était un Québec passéiste, obscurantiste. On parlait de Grande Warsaw. C'est pas tout à fait la perception que j'ai de cette époque-là. C'est une époque, bien sûr, qui était sous la domination d'une grande institution, l'institution catholique. Mais ça ne veut pas dire que les gens étaient comme soumis et esclaves d'une idéologie. Je crois qu'il y avait des gens, et c'était... En fait, les personnes que j'ai connues, des personnalités très, très fortes, des personnalités qui avaient beaucoup de courage, beaucoup de sens de la solidarité, le sens du devoir, et qui ont eu de grandes familles. Vous savez, on parle de 10 enfants, là. C'était des personnes donc très courageuses, et moi, je salue ces ancêtres, c'est-à-dire mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Il y avait des personnalités tellement fortes. Je veux dire, j'ai rencontré des gens d'une personnalité tellement forte, tellement intelligente, que j'en vois même plus chez les jeunes aujourd'hui. Alors, pour vous dire que le passé du Québec n'est pas aussi obscurantiste comme certains l'ont décrit. Oui, voilà. Alors ça, c'est une époque que j'ai connue quand j'étais enfant, vous savez. Mais après, il y a eu cette modernisation du Québec dans les années 60, ce qu'on appelle la Révolution tranquille. Alors, c'est l'État qui a pris en charge, je dirais, l'organisation sociale dans tous les domaines, et particulièrement dans les deux domaines que l'Église dirigeait depuis des siècles, c'est-à-dire la santé et l'éducation. Alors, il y a eu une modernisation. Cette modernisation a pu se faire grâce à la scolarisation. Quand vous voyez l'essor économique du Québec, c'est quand même assez étonnant pour une population qui, il y a à peine 30-40 ans, était sous-scolarisée. Donc, il y a eu cet effort de modernisation qu'il faut souligner.
parallèlement à cette évolution scolaire et économique, il y a eu une affirmation politique. Vous savez, on parle des années 70, il y a eu, par exemple, l'élection du Parti québécois, un parti indépendantiste. Donc, les Québécois, à cette époque-là, se sentaient vraiment, avaient l'impression de constituer un peuple qui pouvait s'autodéterminer. Malheureusement, les Québécois se sont dit non 2 fois, les 2 référendums, vous savez. Et je pense que ces 2 référendums-là ont eu, sur la psyché québécoise, une influence déterminante. C'est-à-dire que, pour moi, les Québécois, après le 2e référendum, entre autres, se sont refermés. Au lieu de s'ouvrir sur le monde, ils se sont refermés sur leur monde confortable que l'État québécois leur avait organisé. Et ce que je remarque aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus un Québec qui s'affirme, c'est-à-dire un Québec qui est fier de sa culture, de sa langue française, pour passer à une vie de consumérisme. C'est ça que j'observe. Ici à droite, c'est la mairie de Coyoacán, de l'arrondissement de Coyoacán. C'est ici que ma femme et moi nous sommes mariés en février 2020, juste avant que la pandémie de COVID-19 survienne, que l'état d'urgence soit déclenché. C'est un lieu très emblématique de Mexico parce que c'est ici qu'il y avait les quartiers généraux du conquistador Hernán Cortés. Donc, personnage très controversé de l'histoire du Mexique. Pour certains, Hernán Cortés, c'est la conquête violente dans le sang. Mais la conquête du Mexique, c'est aussi la rencontre entre 2 peuples, entre 2 cultures, donc 2 manières de le voir. Et pour moi, me marier ici, ça avait une grande valeur symbolique parce que c'est ça, c'est moi, j'insiste davantage sur la rencontre entre 2 peuples et qui dit prend femme, qui prend femme prend pays, dit-on. Alors comme ma femme est mexicaine, bien forcément, il y a la dimension interculturelle dans toute cette affaire. Et c'est aussi un lieu magnifique. Qu'est-ce que ça a révélé? Quels sont les traits psychosociaux que la crise a révélés chez les Québécois? Plusieurs traits. D'abord, le suivisme. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que les Québécois, malgré leur réputation d'être rebelles, vous savez, d'être différents des autres, notamment canadiens, qui sont, paraît-il, plus conformistes, eh bien non, ils sont aussi très conformistes. Ils se sont asservis à toutes ces règles sanitaires qui brimaient leurs droits fondamentaux. Vous ne pouviez même plus recevoir votre famille à la maison et vous ne pouviez même plus sortir à 8 heures du soir, sous peine d'amende exorbitante. On était vraiment dans un univers carcéral. Alors, mais tout le monde a accepté, tout le monde, je dirais, la grande majorité, quand vous regardez les sondages, c'est entre 60 et 80 % qui ont accepté ces mesures sanitaires. C'est énorme, vous savez. Donc, ce conformisme-là, à mes yeux, est devenu un trait des Québécois. Tout le monde essaie de faire comme les autres. Une espèce de légarisme, d'abandon de son esprit critique. Malheureux. C'est malheureux pour un peuple parce qu'on a besoin de vigilance, de clairvoyance, d'esprit critique pour qu'un peuple avance. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de personnalité aujourd'hui, vous savez. Il y a des gens, bien sûr, qui se distinguent sur le plan politique, sur le plan social, mais quand vous regardez la classe politique, là, en général, que ce soit au fédéral, que ce soit au provincial, vous êtes déconcerté devant la piètre qualité de ces gens, le manque de vision, leur incapacité à s'exprimer, par exemple. Et ça nous permet d'aller, comme prévu, vers les prochaines étapes de notre plan de déconfination, de déconfinement. Ça va mal après-midi. Moi, je trouve que nos 2 premiers ministres, je veux dire, franchement, là, je trouve que c'est des gens très ordinaires, mais vraiment médiocres à mes yeux. Vous savez, je suis un peu honteux quand ces gens-là vont à l'étranger parce qu'ils me représentent mal. Pour moi, c'est des mononcles. Vous
Vous savez, ça ne va pas plus loin que ça. Je n'ai pas nos deux petits premiers ministres, là, comme le petit premier ministre aux chaussettes qui va nous dire comment le monde peut se développer. Vous savez? Alors, c'est ça qui me dérange, c'est-à-dire qu'on n'a plus ces personnes fortes, intellectuellement fortes, culturellement fortes. Ben, je veux dire, je l'espère, j'ai toujours un espoir, vous savez, il faut être... On peut être critique, on peut constater certains travers de notre société, mais il faut participer à son émancipation et au progrès de la vie sociale. Mais c'est pour ça qu'il faut rester quand même, je dirais, oui, positif et optimiste. Je crois que des jeunes comme Jérôme vont nous aider à traverser cette période un peu terne, un peu morne, et à reprendre contact avec une philosophie de la vie plus engageante, plus motivée, plus passionnée et moins puritaine. C'est ce qui me choque le plus, ce puritanisme. Chez les jeunes aussi, vous savez, tous ces jeunes wokismes-là sont toujours en train de critiquer, se présenter comme des victimes. Arrêtez d'être victime, avancez, faites quelque chose. Arrêtez de vous croire là, victime, là. Alors que dans le monde, il y a des choses beaucoup plus importantes que vos petits travers ou que vos petits problèmes. Vous savez? Les sociétés occidentales ont développé toutes sortes de formes de puritanisme. Un puritanisme par rapport à la question sanitaire, mais un puritanisme par rapport à la question homme-femme. Ici, on est dans un bar. C'est important, la vie sociale. Il faut que la vie reprenne, il faut que la fête reprenne, il faut que les gens aient le goût de se voir, il faut que les gens aient le goût de se rencontrer en famille, entre amis. Il faut que les gens aient le goût de faire l'amour dans une société pour que ça marche. C'est une société où les gens n'ont plus le goût de faire l'amour. C'est une société qui n'a pas vraiment d'avenir. C'est une société où il ne se passera plus grand-chose. C'est-à-dire que la passion, la séduction, c'est quelque chose qui est plus tellement bien vu dans les sociétés occidentales. Il faut le dire. La démocratie, c'est le régime par le peuple, pour le peuple. La gérontocratie, c'est le régime pour les vieux, par les vieux. Donc, les sociétés occidentales sont de plus en plus vieillissantes. Le Québec, en particulier, est une des sociétés les plus vieillissantes au monde. Donc, qu'est-ce que la gérontocratie? C'est vraiment... il y a une psychologie aussi particulière. Hein? C'est-à-dire que c'est une société qui est très intolérante au mouvement, à la vie qui grouille, à la jeunesse. Ça veut dire aussi que le couvre-feu donne des résultats. Et ça, c'est important. Pourquoi il donne des résultats? Bien, évidemment, parce que les gens ne sortent pas après 8 heures le soir. Il y a moins de contacts, entre autres dans les maisons. Donc, moins de contacts, moins de contagion. Donc, cette mesure-là fonctionne très bien. Dans mon tableau intitulé « La poésie du bruit », ce que j'explique, c'est que j'avais passé finalement toute ma vie à vivre dans un désert sonore. C'est au Mexique que j'ai réalisé que j'avais passé ma vie dans un environnement où on entendait une mouche voler. Encore une fois, un environnement très aseptisé. Et le bruit fait partie de la vie sociale. Et aujourd'hui, au Québec, on est en train de vouloir même encadrer le bruit. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui est de plus en plus intolérante au moindre mouvement. Et quand j'entends des maires nous dire que d'un côté, ils veulent densifier les villes, mais de l'autre, faire la chasse au bruit, faire la chasse aux enfants qui crient, etc., bien, je vois qu'il y a une contradiction fondamentale. Est-ce qu'on ne devrait pas être plus tolérant envers la vie sociale si on veut densifier nos villes? Je
pense que la réponse est évidente. On a vu durant la crise sanitaire que le Québec avait un rapport problématique à la jeunesse. Hein, c'est-à-dire qu'on a dirigé la société avant tout pour une certaine catégorie d'âge, avant tout pour les personnes âgées et bon, les jeunes, les enfants. Finalement, c'est eux qui ont écopé le plus des mesures sanitaires. Donc, les enfants dérangent au Québec. Les enfants dérangent. Le Québec, c'est une société où, quand ta fille prend une course dans le corridor de Bois-Franc, dans ton condo un peu vieillot, et là, tu te dis, qu'est-ce que mon voisin va penser de ça? Est-ce qu'il va faire une crise de panique là, parce que ma fille vient de piquer une course dans le corridor? C'est un peu cette société-là, une société où les enfants au Québec dérangent. C'est comme une entrave à l'épanouissement des adultes. Donc, ce qui arrive, c'est que maintenant qu'on sait que le masque est important, qu'on a des masques disponibles de plus en plus, on essaye de protéger le maximum de personnes et il va y avoir aussi des évolutions. Le dôme, c'est un tribalisme encapsulé. Une espèce de promiscuité exacerbée qui fait en sorte que nous, ensemble, on se protège parce qu'on fait ça entre nous autres, pour nous autres. Et bien sûr, on est les meilleurs, donc, à force de se le dire en gang qu'on est bon, donc on va être bon. À force de se dire qu'on est excellent, on est excellent. Alors que dans le fond, comme disait Bock-Côté, on est provinciaux. Est-ce qu'on est vraiment bon en éducation? Ouais, je ne sais pas. Si on se compare avec l'étranger, peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce qu'on est vraiment bon en santé? Comparons les indices qu'on a et comparons-nous vers l'extérieur. Si le modèle québécois était gage d'excellence, il serait étudié à Singapour au moment où on se parle, dans un collège. Qui, au moment où on se parle là, étudie le modèle québécois et veut le copier? Faites-moi la liste de ces pays-là, et on va en parler. Mais à date, c'est une page blanche. C'est ça le don. Au cœur de la crise sanitaire, où on a vraiment vécu douloureusement cette crise-là, aux prises avec une forme d'admiration sadomasochiste. Je veux dire, on était en admiration devant un gouvernement qui, quand même, a invité la police à aller patrouiller des cours d'école. Tu sais, je veux dire, moi, il y a mon gars, là, qui m'a envoyé sur l'heure du midi, Père, il y a une police dans le cours d'école pour surveiller si on garde les distances. C'est arrivé, là. C'est arrivé, là. Donc, c'est arrivé aussi qu'on nous incite, en point de presse, à dénoncer nos voisins. Si vous voyez des voitures que vous ne voyez pas d'habitude dans l'entrée de votre voisin, on vous invite à appeler la police, c'est arrivé. Mais à l'intérieur de ça, de cet autoritarisme-là sanitaire, il y avait une forme d'admiration. C'était la grand-messe de 13 heures avec la Sainte Trinité, Arruda, McCann et Legault. Tu as le Père, la Fille et le Saint-Esprit. Tu as le Père Legault, la Fille McCann et le Saint-Esprit Arruda avec sa pseudo-science. La tartelette, les mains, la ci, la ça, les verres, ling-ging-ging, OK, la bière, ça va bien. Habillé en cycliste, il faut jogger, il faut... mets pas de masque, mets le masque, etc. Donc, c'est un peu le clown de service. L'espèce de Ronald McDonald de la COVID. C'est un peu ça, pareil. Puis, à l'intérieur de ça, il faut trouver une signification, il faut trouver une cohérence. Ça, c'est arrivé au Québec. Comment mettre des mots là-dessus? Moi, je pense que Jérôme Blanchet-Gravel a été l'un des meilleurs au Québec à mettre des mots sur ce qu'on a vécu. Cette espèce de planification covidienne, mais qui a été une torture collective et qui a été exacerbée par une injection en concentré de peur. C'est la peur qui nous a rendus abrutis. Et c'est notre bon vieux fond ecclésiastique qui faisait en sorte que,
On va aller à la messe de 13 heures pour voir comment se comporter. On va aller à la messe de 13 heures pour voir si le beau-frère peut venir souper. On va aller à la messe de 13 heures pour voir si notre kid va pouvoir faire du football. Là, on va aller, François va nous le dire, François va nous le dire, François va nous le dire. Tu sais, à un moment donné, à quelque part, il faut trouver une signification à ça. Et l'importance de Jérôme, je pense qu'elle a été cruciale en la matière. Moi, les règles, j'adore ça dans la vie parce que ça m'empêche de réfléchir par moi-même. Donc, vous voyez, genre de déclaration. Continue pas. Moi, je pense que la valeur de ces commentaires-là, puis Jérôme n'a pas quand même le monopole de la vérité ou le monopole du ton. Il y a quand même eu quelques chroniqueurs qui sont démarqués. Je pense que Fred Tétu, à un moment donné, certaines occasions facales quand même, oui, bas côté. On veut s'améliorer. Qu'est-ce qu'on peut changer? C'est l'appel à la remise en question. C'est le miroir collectif. Regardons-nous, regardons-nous et sachons s'autocritiquer. Un appel à l'autocritique, un appel à l'introspection. Sommes-nous vraiment comme ça? Sommes-nous vraiment au bord de l'abysse? Sommes-nous vraiment en train de maganer nos jeunes? Sommes-nous en train de mettre en péril notre jeunesse? Il y a des angles morts à la pandémie qu'on a totalement ignorés. Et à quelque part, l'appel de Jérôme Blanchet-Gravel, c'est pas une critique vaine pour critiquer le Québec, parce que dans l'appel de Jérôme, il y a un amour profond du Québec. Et ça, faut pas oublier ça. C'est du tough love. Et parfois, dans la vie, ça prend du tough love. Parce que, est-ce l'amour que de dire à un médiocre qu'il est bon? Et à quelque part, le Québec n'en a pas beaucoup. On a beaucoup de suiveux, on a beaucoup de pleurnichards. Je pense que le Québec a des pleurnichards, c'est quoi? C'est 13 à la douzaine. Donc, on a des peureux, on a des faibles, mais des gens courageux qui osent nous critiquer pour qu'au final, on s'améliore et qu'on devienne meilleur. C'est ça que je souhaite pour le Québec, qu'on devienne meilleur. Je ne sais pas si tu l'attends dans le sens du poil qu'on va le devenir. C'est ça, l'histoire. Donc, les nationalistes québécois, je trouve qu'ils font l'erreur. C'est-à-dire, les nationalistes québécois vont payer le prix de cette absence de critique. On ne peut pas dire que chaque critique du Québec, c'est du Québec bashing. Si vous entrez dans cette logique-là, vous ne pourrez plus jamais émettre la moindre critique sur le Québec et donc vous ne pourrez jamais vous améliorer. C'est pas comme ça qu'on devient plus fort comme peuple. Donc, c'est ça qui me motive. C'est-à-dire que moi, comme intellectuel, oui, de tendance nationaliste, j'ai la profonde conviction qu'il faut critiquer le modèle québécois pour traverser cette période-là et en sortir grandi. Durant la pandémie, au Québec, on a vraiment découvert une société qui était tentée par la censure, par l'unanimité, qui avait un côté autoritaire. Effectivement, chaque point de vue divergent était interprété comme une marque, un acte de trahison envers le groupe. C'est-à-dire, si vous n'étiez pas avec le gouvernement, vous étiez forcément contre le gouvernement et contre ceux qui écoutaient le gouvernement. Donc, on a vu vraiment une société qui est incapable, finalement, d'accepter une véritable diversité des points de vue qui est fondamentale dans une société démocratique et mature et épanouie, etc. Là. Le gouvernement Legault a fait pression quand même, de manière indirecte, notamment par les subventions aux médias, pour tenter d'orienter l'opinion publique. Et donc ça a été très dommageable et je pense qu'on va subir les séquelles assez longtemps des abus du gouvernement Legault durant cette crise-là, notamment sur le plan médiatique. Et donc c'est important d'avoir des nouveaux médias émergents, des nouveaux médias indépendants pour apporter un peu de sang neuf à ce système médiatique au Québec qui est pas en très bonne santé actuellement. Là. Donc non, il est plus que temps de formuler une critique intelligente du modèle québécois, de l'étatisme. Il est temps que les Québécois retrouvent leur autonomie. Pas seulement comme peuple, mais individuellement. On parle beaucoup de souveraineté, on en parle moins depuis quelques années, mais la souveraineté du Québec, ça passe aussi par la souveraineté des Québécois, c'est-à-dire que la souveraineté intérieure. Être libre collectivement, ça passe par être libre individuellement.
Donc, c'est complémentaire, ça, et je trouve que le mouvement nationaliste a tendance à l'oublier. Ce que j'explique dans plusieurs de mes articles et dans mon livre, c'est que l'identité mexicaine, elle est double. Hein? C'est-à-dire que d'une part, elle est précolombienne, amérindienne, d'autre part, elle est espagnole. Et vous ne pouvez pas couper l'une de ces deux parties. Le Mexique est comme... c'est un pays à deux têtes, si on veut. Et vous ne pouvez pas couper l'une de ces parties. C'est un pays qui est métissé, qui est double. Et donc, quand j'entends des gens du mouvement décolonialiste dire que le Mexique doit retrouver son identité profonde autochtone, qui n'est jamais disparue, hein, qui est visible dans la rue, là, j'ai certaines réserves. C'est-à-dire que moi, je suis pour revaloriser l'apport autochtone au Mexique, très certainement, qui est incontournable, mais ça ne peut pas vraiment se faire au détriment de l'héritage espagnol, parce qu'on serait dans le mythe d'une identité, finalement, qui n'aurait jamais été influencée par l'Espagne, alors que, manifestement, l'influence espagnole, il est un peu partout. L'héritage colonial espagnol, il est un peu partout. Il est dans la rue, il est dans les monuments, il est dans la culture, il est dans la manière qu'ont les femmes de s'attacher les cheveux. Donc, c'est impossible de revenir en arrière pour que le Mexique se sépare, finalement, de la moitié de lui-même. Bienvenue à Juste pour savoir, cette émission où je reçois des spécialistes qui ont des expertises en lien avec la pandémie. Je suis Héloïse de la chaîne Hélo veut savoir et aujourd'hui, je reçois des politologues et neuroscientifiques. Je trouve que pendant la pandémie, on a vraiment dérivé comme société dans des extrêmes. Je trouve qu'on a beaucoup perdu nos repères. Puis on a perdu notre humanité. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment souffrant à voir aller. À quel point on s'était égaré dans la peur. Puis la peur a un prix qui fait en sorte qu'on n'a plus aucun jugement rationnel. Donc pour moi, j'ai voulu ramener ça, des nuances. Ça a été vraiment ça ma mission pendant la pandémie. Je pense justement que ça rejoignait un marché où les gens avaient besoin de pouvoir partager des vidéos digestes qui n'étaient pas dites complotistes, qui amenaient des faits de façon très pragmatique, puis c'était une observation plutôt neutre. On ne peut pas oublier le fait que nos médias sont subventionnés. Et à cause de ça, il y a un conflit d'intérêts. Donc, il y a souvent un angle dans la façon que la nouvelle va être traitée qui fait en sorte qu'on est déjà influencé de comment on doit penser, comment on doit aborder un événement. Puis pour moi, ça, c'est quelque chose qui est profondément malsain puis toxique. Nos médias devraient être 100% indépendants. Ça s'appelle le quatrième pouvoir pour ça. Ils ont le devoir de remettre en question les politiques en place. Puis ça s'est pas fait beaucoup dernièrement. Je trouve que c'est sûrement un problème qui était déjà là. Mais là, ça a été vraiment comme ça a éclaté au grand jour. La confiance que les gens ont envers les médias a été vraiment réduite. On sait que c'est même pas un Québécois sur deux qui a confiance dans ce que les médias racontent. Donc, ça montre qu'il y a vraiment un bris de confiance. C'est pas à nous, les citoyens, de regagner cette confiance-là. C'est aux médias de nous reconquérir. Aux États-Unis, il y a eu un débat. En France, il y a eu un débat. Ici, on n'a pas eu ça. On a eu 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 personnes, puis c'était facile de juste la prendre, de la peinturer dans le mur, puis faire cette personne-là est conspirationniste, elle croit que la Terre est plate, peu importe toutes les choses qu'on disait pour nous discréditer. C'était juste dommage parce qu'on s'est retrouvés, en fait, qu'on avait l'interdiction totale de réfléchir différemment. Donc, je pense que c'est important qu'on soit prêt à faire face à une société qui a peur d'entendre différents points de vue. Puis pour ça, c'est important de ramener un média indépendant dans la sphère publique. On a beaucoup souffert du dogme au Québec, on a beaucoup souffert de la pensée unilatérale puis du syndrome du bon citoyen. À quel prix là, être un bon citoyen quand c'est rendu qu'on abandonne des gens qui meurent dans des CHSLD? Comme je disais, on a vraiment perdu notre humanité. Puis je pense qu'avec Libre Média, on a tous eu l'appel, les membres cofondateurs, de se dire il y a quelque chose qui tourne vraiment pas rond. On est plusieurs à être des parents, des nouveaux parents. On pense à la génération future, puis on se dit c'est pas le monde qu'on veut léguer à nos enfants. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour faire une différence?
Puis, ben on le fait. C'est des petites actions, mais comme on est de plus en plus nombreux, puis on rallie une équipe, il y a de plus en plus de gens qui se disent « Moi, j'ai envie de contribuer à ça parce que je pense que c'est le monde de demain dans lequel j'ai envie de me projeter, qui me donne de l'espoir face à mon futur. » Donc, il y a quand même quelque chose de vraiment... Je pense que ce projet-là va devenir vivant puis va prendre son envol. Le Québec n'est pas la seule société occidentale où la liberté d'expression est en péril. Il faut le dire, c'est vraiment un trait de toutes les sociétés occidentales actuelles. Mais le problème, c'est qu'au Québec, il y a ce mélange d'instinct paroissial avec l'influence de la gauche. Donc, on a un mélange de politiquement correct et de sorte de vieux cléricalisme hérité du passé catholique de la nation. Donc, vous voyez un peu, là, on a comme les deux éléments. Ça ne crée pas une très, très bonne recette. Qu'est-ce que le Mexique peut apprendre au Québec? Je pense que c'est la tolérance à l'incertitude. C'est-à-dire que c'est très important. Parce que au Québec, la sécurité est devenue une drogue. Il est grand temps de nous sevrer collectivement. Et pour ça, il faut développer notre tolérance à l'incertitude, au risque. Le Québec doit redevenir la société aventurière qu'elle était à ses débuts. C'est quand même très paradoxal de voir que le Québec, finalement, qui est fondé par des gens extrêmement, je dirais, intrépides, et qui devient cette société extrêmement intolérante au risque, à l'aventure, à l'incertitude, cette société tiède, désenchantée, atomisée, où finalement il ne se passe plus grand-chose. C'est quand même incroyable. Je ne sais pas si... Qu'est-ce que diraient nos ancêtres en regardant le Québec d'aujourd'hui? Crazy, say we lost our minds. We dancing, but surrounded.